Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer toutes les nouveautés de BetterUSD dans sa version Alpha 0.3.a. Dans cette version, nous allons retrouver pas mal de nouveautés concernant l'UX tout d'abord, et aussi pas mal de corrections de bugs et de petites modifications concernant l'utilisation de BetterUSD. Concernant les nouveautés au niveau des nodes et du graphe, nous allons avoir des systèmes de subgraph, des systèmes de for loop pour pouvoir optimiser correctement vos scènes. Nous allons aussi avoir une grosse implémentation qui est le système de context option. Ça va vous permettre notamment d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce que vous voulez et permettre de prédéfinir certains éléments qui vous intéressent. Pour commencer cette vidéo, nous allons parler des nouveautés concernant les subgraphes et les for loops. Donc les subgraphes et les for loops, vous allez les retrouver ici, là pour les loops. Donc là vous allez retrouver une boucle for. Et ici, pour le subgraph, vous allez retrouver ici le subgraph, l'input et l'output du subgraph. Donc nous allons commencer tout d'abord par le subgraph, que vous pouvez tout simplement cliquer ici pour l'appeler. Et on va se retrouver avec ce petit node là. Et en fait, ce petit node là, il va prendre une input et un output en sortie. Et ce node là, en fait, va tout simplement concaner un autre graphe à l'intérieur. Donc ici, tout le viewport actuellement ici, c'est un graphe. Si je double-clique dans ce graphe là, en fait, je vais me retrouver à l'intérieur du node, comme vous pouvez le voir ici, où je vais pouvoir me déplacer tranquillement et en fait ajouter d'autres nodes à l'intérieur et pouvoir ressortir en cliquant soit sur U ou en cliquant juste ici pour pouvoir ressortir du graphe. Et ce node là va vous permettre un peu de créer des box, de créer des boîtes où vous allez pouvoir rassembler toutes sortes de nodes à l'intérieur. Exemple, ici nous allons nous créer un petit layer, hop, voilà, que nous allons directement brancher dans le subgraph. Et ici en sortie, on va juste tout simplement rajouter un petit nul, histoire juste de visualiser la sortie. Là, actuellement, nous n'avons rien dans la scène, ce qui paraît logique pour le moment. Mais cette fois-ci, on va décider de rentrer dans le node, donc soit en double-cliquant dessus, soit en appuyant sur I. Et une fois dans le node, nous allons pouvoir simplement appeler de nouveaux nodes. Donc ici, par exemple, nous créons notre petite primitive. Je connecte, hop, ce node-là entre le input et l'output. Ici, je lui donne un petit nom à ma primitive, donc je vais l'appeler Toto, par exemple. Voilà. Et à partir d'ici, si je reviens en arrière, ici, en appuyant sur route, et que je clique sur le nul, ici, je vais avoir ma primitive Toto. Et en fait, ce petit subgraph-là va vous permettre simplement de concaner beaucoup de choses. Ici, je vais pouvoir créer tout un système bien compliqué avec plein de nodes, plein de sets, vraiment un truc très précis. Hop, là, par exemple, ici, on veut créer toute une famille. Ici, on l'appelle Toto. Là, ici, Tata. Et là, on va l'appeler Titi, par exemple. En sortie, juste ici, on va se retrouver avec Toto, Tata, Titi. Si je reviens en arrière, soit en cliquant ici sur route ou en appuyant sur U, ici, on va bien se retrouver avec nos trois primitives. Et pareil aussi ici, si on décide, là, par exemple, de créer, hop, là, une petite primitive juste avant, juste ici, et que là, je l'appelle démo, par exemple, et que je décide de rentrer dans le subgraph, juste ici, on aura déjà notre petite primitive démo qui sera importée depuis le node input. Donc c'est à ça que va servir notre cher étendre subgraph, à créer toutes sortes de petits regroupements de nodes, regroupements de workflows que vous voulez. Et l'avantage derrière, c'est qu'on peut en créer autant qu'on veut. Donc ici, on peut décider d'en recréer un autre. Là, hop, on va pouvoir se mettre entre les deux. Ici, je peux très bien l'appeler create attr pour créer un attribut par exemple. Et en allant à l'intérieur, je vais pouvoir décider de créer un petit attribut ici par exemple. Hop, et que je vais pouvoir relier ici. Hop, si je prends et que je regarde, hop, que je vais relier à Toto par exemple. Hop, nom de l'attribut, je vais l'appeler test. La boolean, je vais mettre un int, tiens par exemple, et je vais mettre 7. Voilà. Ici, sur démo, je vais bien me retrouver avec ma variable test. Et hop, ici, si je reviens 2 crans en arrière et que je reviens du coup aux routes de la scène et que je clique ici sur nul, ma démo, ma primitive démo aura bien le test. Et grâce à ça, je vais pouvoir concaner toutes sortes d'informations dans ma scène. Et aussi, l'avantage de ça, c'est que ça va me permettre aussi de mieux organiser ma scène. Maintenant que nous avons vu les subgraphes, nous pouvons voir maintenant les loops. Donc pour créer un for loop, ça va être simple. Vous allez juste cliquer sur for loop begin. Et en cliquant ici, ça va automatiquement relier les deux nodes et vous allez pouvoir commencer à faire ce que vous voulez. Donc, si on reprend le système basique, ici, j'ai mon input, je le connecte directement ici dans mon for loop. Et ici, en sortie, je reprends mon nul. Voilà. À l'intérieur du for loop, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie. On va retrouver deux nodes. Le premier node ici qui va être le node begin, qui va nous permettre simplement de choisir les différentes valeurs qu'on a envie. Donc le start, le end et le step. Est-ce qu'on veut compter de 2 en 2? Est-ce qu'on a envie d'aller jusqu'à 100, jusqu'à 1000, jusqu'à une valeur très élevée? Et quand est-ce qu'on veut démarrer? Donc là, imaginons qu'on veut faire une boucle for sur 10 itérations, en allant bien évidemment de 1 en 1, nous allons pouvoir le faire. Et ici, tout simplement en primitive de sortie, nous allons retrouver deux choses. Déjà, le loop begin node, qui va vous permettre de looper correctement vos deux nodes. Et ici, l'iteration value,
Cette variable-là va vous permettre dans votre boucle de récupérer la valeur de la boucle courante. Je vais rajouter du détail sur cet élément-là. Actuellement, si je crée une petite primitive, hop, j'aime bien créer les primitives, au moins c'est tout de suite visible. Hop, là, voilà, je décide de la mettre dans ma boucle, hop, et ici, je l'appelle parent. Si je crée mon node comme ça, tac, et je me mets à la fin de ma boucle et que je me mets là, bah on n'a qu'une seule primitive. Et si je regarde ici, il me dit, bah en fait la primitive existe déjà. C'est normal, parce que ici, on est venu itérer 10 fois le fait de créer cette primitive-là. Sauf que bah forcément, elle a le même nom, donc écrire 10 fois la même primitive, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Sauf que c'est là où tout va prendre son sens, sur cette petite variable d'itération. Si, dans mon node, à l'intérieur de ma boucle, je décide de mettre, entre crochets, un petit iter de points, et que là, je rajoute le nom de la variable qui est juste ici, tac, je vais tout simplement pouvoir créer plusieurs primitives sur l'itération courante. Ce qui va être très pratique avec ça, c'est que je vais pouvoir en accumuler plusieurs. Imaginons que je veux créer, pour chaque parent, je veux créer des enfants. Je veux créer par exemple 5 enfants. Et ben je vais pouvoir venir prendre une deuxième loupe, juste celle-là, comme ça, choisir une variable d'itération différente, donc ici je vais l'appeler par exemple child, et je vais pouvoir connecter tout ça à l'intérieur de ma boucle. Hop là, voilà. On va se retrouver avec une boucle dans une boucle. Et ici, si tout simplement je décide à l'intérieur de créer un enfant, donc je vais l'appeler child par exemple, et que là, je reviens faire exactement la même chose ici, mais au lieu de mettre itération, je mets cette valeur-là, donc je mets child par exemple, je vais me retrouver tout simplement ici, pour chaque parent, un enfant, et du coup, là, ma boucle, comme elle va jusqu'à 10, et ben je vais me retrouver à l'intérieur avec 10 enfants, 10 child. Mais bien évidemment ici, je pourrais très bien dire, ok, je n'en veux pas 10, mais j'en veux 5. Donc ici, je décide de mettre 5, et là ici, en sortie, je vais me retrouver qu'avec 5 enfants. Et donc grâce à ça, on va pouvoir concaner, on va pouvoir en mettre plusieurs. Et bien évidemment, on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir prendre des références, pouvoir faire des add références, add tout ce que vous voulez, des nodes en plus, des références, des variants, des imports de DCC, des sublayers. Imaginons que vous voulez créer une multitude de layers d'un seul coup, vous pouvez le faire itérer. Un node qui est branché de cette manière-là va totalement fonctionner. Vous allez pouvoir prendre ce layer-là et l'ajouter à chaque fois, à chaque boucle, dans chaque layer que vous souhaitez. Donc grâce à ces deux nouveaux outils, vous allez pouvoir rendre vos workflows beaucoup plus accurate et surtout avoir une simplicité d'exécution un peu plus agréable, notamment le fait de pouvoir créer plusieurs primitives d'un seul coup. Notamment le fait de pouvoir boucler plusieurs étapes en même temps et ne pas se retrouver à devoir avoir des workflows assez gigantesques. Et d'un seul coup ici aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus matériel que de taper à longueur de temps des petites lignes de string comme ça, des bouts de pass resolver. Grâce à ça, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus visuel, de beaucoup plus agréable au toucher, beaucoup plus intéressant à utiliser aussi. Concernant les petites features rajoutées par-ci par-là qui sont très utiles notamment pour débugger des scènes ou simplement pour visualiser un peu mieux nos résultats et avoir plus d'informations, nous allons avoir cette fois-ci maintenant dans le layer view, hop, si je sélectionne un node, des nouvelles datas. Ici, maintenant on va pouvoir faire des clics droits sur chaque layer présent ici. Et sur ces chaque layer, nous allons pouvoir exécuter deux choses. Soit nous allons pouvoir muter le layer pour ne pas le voir visuellement dans notre workflow. Donc là actuellement nous voyons que on a toutes sortes de différents layers, notamment ici nous avons le layout, ici nous avons l'animation, ici nous voyons le département d'animation, ici nous voyons les FX avec un petit peu de mouvement et tout ça, sauf que imaginons que nous sommes là actuellement dans notre petit viewport 3D et que nous ne voulons pas forcément voir tous les petits cubes, nous ne voulons pas tout simplement voir les FX. On peut tout simplement venir ici, choisir le layer d'FX, donc c'est celui-là, faire un clic droit dessus et le muter. Ici, notre layer est muté. Et si je reviens ici, on n'a plus les cubes. Grâce à ça, nous pouvons muter certains départements et tout simplement aussi épurer un peu le viewport 3D et rendre aussi des scènes qui peuvent être très lourdes plus légères. Et à tout moment, on peut revenir dessus, refaire clic droit et faire unmute layer. Et là, hop, il est réapparu. Ceci ne va pas être enregistré. Si vous décidez de muter votre layer, c'est uniquement dans la mémoire et ce sera jamais sauvegardé au moment de l'export. C'est uniquement pour vous permettre de mieux visualiser vos scènes dans le viewport 3D. Et de plus, concernant le deuxième bouton, qui est le See Data Layer, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir lire les datas à l'intérieur. Donc si par exemple, je prends ce petit layer là, init, on se dit, qu'est-ce qu'il fait? On peut faire See Data Layer, et ici, nous allons retrouver le fichier tel qu'il serait écrit au moment de l'exécution sur vos fichiers. Donc, on peut lire tous les différents layers. Ici, je peux voir ça, et là, on peut voir toutes les datas qui sont enregistrées, voir le time sampling, voir les valeurs si elles sont bonnes, voir certains éléments et tout ça. Nous allons pouvoir voir toutes les datas qui nous intéressent. Ici, nous allons pouvoir voir qu'il y a une référence qui
qui est chargé dans une primitive table A qui est inherit hop juste ici. Donc c'est très pratique, on peut voir un peu plus visuellement qu'est-ce qui se passe. Et pour finir avec toutes les petites features ajoutées dans cette nouvelle version de BetterUSD, nous avons un système de custom layer data qui va venir s'ajouter au moment des exports des fichiers dans BetterUSD. Donc tous les layers USD que vous allez exporter avec BetterUSD vont avoir la possibilité d'avoir des custom layer data dans le layer. Ces custom layer data vont nous permettre d'avoir de la traçabilité sur la provenance de chaque layer USD exporté depuis BetterUSD. Ce qui va nous permettre de savoir qui l'a exporté, quand est-ce qu'il a exporté, par quel logiciel il a exporté et dans quelle scène BetterUSD et quelle scène DDCC il a exporté. Donc pour commencer, on va créer un petit graphe avec un petit layer et des DCC d'export, donc Blender et Maya. Voilà, qu'on va ajouter tout ça dans la Add Sublayer. Et avec, on va rajouter une petite primitive qui, dedans, on va appeler ça test. Et on va exporter le tout dans un save stage. Voilà, et si dans chaque fichier, nous mettons un petit chemin pour pouvoir enregistrer nos différents fichiers, on va avoir la possibilité, du coup, maintenant, d'exporter notre graphe. Et si on exporte notre graphe, en appuyant ici, execute graph, notre petit layer ici va se créer. Et si nous regardons le layer exporté, nous allons retrouver ça. Nous allons bien retrouver notre primitive test qu'on a créé juste ici, et nous allons retrouver du coup les custom layer data ici. Donc les data vont se repartager comme ça. En premier lieu, le fichier BTU qui a permis d'exporter le graphe, la date de quand ça a été exporté, par quel DCC ça a été exporté. Là nous sommes dans BetterUSD, donc forcément c'est BetterUSD, le DCC du pass. Donc là actuellement comme c'est BetterUSD, forcément on retrouve exactement le même layer. Mais si on aurait été sur Houdini ou Maya, Blender ou autre, on a eu le pass de la scène. Là actuellement forcément c'est ce pass là. Et à la fin on retrouve l'user, donc qui l'a exporté. Et grâce à ça, ici, si nous allons dans Maya ou dans Blender et que nous décidons d'exporter l'un des deux layers, nous aurons des datas différentes ici. Et nous allons le montrer tout de suite. Et maintenant, une fois dans Maya, si je décide d'exporter un cube, par exemple ici nous avons sélectionné ce petit cube là et nous décidons d'exporter ce cube grâce au graphe que nous venons d'exécuter, donc celui-là, celui que nous sommes en train de travailler actuellement dessus. Si nous décidions d'exporter ça, hop, voilà, nous avons publish notre petit layer. Si maintenant je décide de regarder le fichier que nous avons exporté, nous retrouvons le même graphe qui est exécuté, celui-là. C'est bien ce fichier-là que nous avons exécuté. Quand est-ce qu'il a été exécuté? Depuis quel DCC? Le DCC, la scène du DCC exécutée. Actuellement, nous sommes dans une scène qui n'est pas save, donc forcément, nous n'avons rien. Et ici, par quel user? Si ici, nous décidons de sauvegarder la scène et que nous décidions de réexporter le layer, ici, nous retrouverons bien la scène courante depuis quelle scène le layer a été exporté. Donc nous retrouvons ces petites informations-là suivant chaque élément. Si nous faisons la même dans Maya et que nous décidons aussi d'exporter un cube comme ceci, hop, j'exporte mon layer. Une fois que je reviens sur mon fichier exporté, nous retrouvons les mêmes informations. Le DCC, depuis quelle scène ça a été exporté, depuis quel graphe ça a été exporté, quand est-ce que ça a été exporté et par qui ça a été exporté. Ce mécanisme va être très utile pour pouvoir facilement retrouver vos différents exports et pouvoir avoir de la traçabilité sur tout ce que vous faites. Et aussi, bien évidemment, si vous ne voulez pas avoir ce genre d'informations enregistrées dans vos layers, vous pouvez le désactiver en allant dans les settings de BetterUSD et en cliquant ici dans Add Custom Layer Data. Si vous le désactivez, vous ne l'aurez plus. Ici, si je réexécute le code et que je réouvre mon layer, je n'ai plus les informations enregistrées dedans. Dans les petites nouveautés de BetterUSD, nous avons aussi la possibilité maintenant d'avoir un graph editor. Si je sélectionne un layer, un node ou un layer par exemple, qui est animé, donc ici nous voyons bien qu'il y a une animation sur notre géo, et il y a bien de l'animation tout simplement, je peux aller dans Windows et appuyer ici sur le Graph Editor pour ouvrir notre petit Graph Editor et vous pouvez vous déplacer assez facilement en appuyant sur Alt et ensuite clic gauche pour pouvoir vous déplacer, Alt, clic, Alt plus Shift et clic droit sur le côté pour pouvoir agrandir sur les côtés ou en hauteur pour pouvoir agrandir sur la hauteur. Donc ça c'est simple, Alt pour vous déplacer, Alt Shift pour pouvoir scaler ou pas aux différents éléments et on peut appuyer ici sur Reset Zoom pour reset le zoom correctement. Et grâce à ça, nous allons pouvoir voir tout simplement l'animation de notre animation. Donc ici, si je me déplace sur ma timeline, déjà nous avons la synchronisation des frames qui se fait automatiquement. Ici, je peux me déplacer de frame en frame pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. De plus, ici, j'ai la possibilité d'enlever certaines curves. Je peux me permettre d'en enlever plusieurs. Si par exemple, j'ai pas besoin de tel ou tel élément, je peux les désactiver. Ou à l'inverse, d'en isoler une. Si je clique ici, je vais pouvoir isoler chaque curve que j'ai besoin. Donc, ici, j'ai besoin d'isoler cette curve-là, je vais pouvoir le faire. Sinon, je vais pouvoir celle-là, celle-là. Grâce à ça, je vais pouvoir le faire. Ou alors, tout simplement, je clique ici sur Show All, et là, je vais réavoir toutes mes curves. Donc, pour l'instant, il sert uniquement à visualiser l'animation, mais plus tard, vous pourrez avoir la possibilité d'éditer les time sampling de vos scènes grâce à ça. Et une des nouveautés qui peut être très utile,
c'est que maintenant, quand on copie-colle un node, imaginons que nous sommes ici, si je fais CTRL-C, et que là, dans ce node-là, je fais CTRL-V là, nous avons le pass du node. Avant, nous n'avons pas ça. C'est un petit ajout qui a été fait pour simplement se simplifier la vie, notamment où on doit créer des expressions pour le pass resolver. C'est comme bien pratique de pouvoir copier-coller le node et de copier-coller son pass à lui. Donc n'importe où, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V du pass, et bien évidemment, si je fais un CTRL-C, CTRL-V ici, ça me copie-colle le node. Mais là, ça me copie-colle le pass. Mais la plus grosse nouveauté dans BetterUSD pour cette version, ça va être le Context Option. Alors le Context Option, vous pouvez l'ouvrir ici et vous aurez ce genre de fenêtre avec différents styles de contexte. Alors avant de commencer à expliquer qui sont les différents contextes, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que le Context Option. Le Context Option va tout simplement être un ensemble d'outils qui va vous permettre, vous en tant qu'utilisateur, d'utiliser BetterUSD de façon beaucoup plus ergonomique et de façon plus agréable. Ça n'est pas des outils qui vont vous permettre d'exécuter des workflows en arrière-plan ou autre, c'est vraiment juste d'utiliser le logiciel tel quel plus facilement. Ça va être un ensemble d'outils qui va vous permettre d'avoir des contextes précis suivant votre situation pour pouvoir, vous en tant qu'utilisateur, vous permettre de rendre certaines tâches beaucoup plus agréables et beaucoup plus faciles suivant votre situation qui vous correspond. Donc là actuellement nous avons deux contextes. Nous avons le context file et le context preset. Pour l'instant on va parler du context file et après on pourra parler du context preset. Alors déjà qu'est-ce que le context file? Le context file il est là pour répondre à une problématique qu'il y a dans BetterUSD. C'est-à-dire que quand nous voulons exporter un fichier depuis un DCC avec BetterUSD, il faut obligatoirement aller chercher un fichier BTU pour pouvoir exporter nos scènes. Par exemple, je vais ici dans le Maya. Si imaginons que je voudrais exporter 3 primitives, je devrais cliquer sur Export, aller chercher le fichier, diguer dans les différents dossiers, tac tac tac, sélectionner ça, ah non c'est pas le bon, on en prend un autre, hop, je le charge, ah non c'est pas bon, je remplace, je vais chercher le nouveau. Ça peut être très long et très chiant car c'est à l'utilisateur d'aller chercher le bon fichier tout le temps. Ce qui n'est pas viable quand on est beaucoup. Par exemple, quand on est dans une pipeline ou sur un gros projet avec plusieurs artistes, si chaque artiste doit tout le temps continuellement aller chercher le fichier, ce n'est pas agréable. Et du coup, grâce au context file, BetterUSD est capable d'importer un fichier BTU suivant un contexte très précis. Par exemple, prenons ceci comme exemple. BetterUSD va tout simplement essayer de chercher le mot modeling dans le pass de la scène du DCC. Et s'il trouve dans le pass de la scène ce mot-là, alors en un clic, nous pourrons charger ce fichier BTU-là pour pouvoir exporter nos layers. Donc prenons un exemple concret, par exemple ici avec NewTest. Donc là, on va vouloir, par exemple, exporter nos fichiers depuis une scène Maya qui contient du coup dans le pass de la scène NewTest. Donc si je prends Maya et que je charge ma scène, juste ici, nous voyons bien que ici nous avons bien NewTest dans notre pass de notre scène, comme ce qui est marqué ici, ce qui me permet du coup d'avoir la possibilité d'exporter, dans la catégorie export bien sûr, le fichier. Par défaut, il va prendre le premier fichier ici, et vous voyez qu'il va trouver automatiquement les paramètres. Donc je n'ai plus besoin d'aller me dire, tiens, j'ai besoin de chercher tel fichier ou autre. Non, non. En un clic, ici, je vais avoir la liste de tous les différents fichiers BTU que je peux importer directement dans le contexte de cette scène-là. Donc ici, je peux importer celui-là, et sinon, je peux importer directement celui-là. Et en fait, ces deux fichiers-là sont ces deux fichiers qui sont présents juste là. Et si dans notre cas, on aurait eu autre chose que NewTest, on aurait eu modeling, lighting, shading, tout ce que vous voulez, blablabla, ça n'aurait pas pris ces deux layers-là en compte. Et donc, grâce à ce système-là, vous allez pouvoir fluidifier rapidement et efficacement tous les workflows que tous les artistes pourront utiliser, et notamment un truc simple qui est de pouvoir aiguiller les utilisateurs dans la bonne direction. Par exemple, si vous êtes dans une scène de modeling, vous pourrez tout simplement importer le bon fichier BTU qui exporte du modeling, qui est fait pour exporter des scènes de modeling, directement dans la scène, sans pour autant à ce que l'utilisateur doit chercher le bon fichier. Là, directement, il aura accès au bon fichier car vous aurez setup le contexte suivant ce que l'utilisateur a besoin. Et vous allez pouvoir ajouter autant de fichiers que vous voulez suivant un contexte, sachant qu'ils sont cumulables, dans le sens où si dans une scène, votre pass de votre scène a NewTest, Lighting et Modeling, vous allez pouvoir cumuler tout l'ensemble. Exemple, si dans ma scène ici, je décide de changer le folder et de mettre NewTest, Lighting, le nom de ma scène, si par exemple, comme vous voyez ici, j'ai Lighting et NewTest, donc maintenant j'ai les deux, j'ai bien Lighting ici où j'ai ces deux passes là et ces deux passes là. Si je reviens dans Maya et que je clique ici sur Export, je vais me retrouver avec les 4 ici. Donc vous allez pouvoir les cumuler. Donc si vous êtes dans une situation où vous voulez faire du modeling de variants, modeling de caractères, modeling de tout ce que vous voulez, vous allez vraiment pouvoir affiner ce que vous voulez exactement. Sachant que ici, bien évidemment, c'est du texte. Donc vous pouvez déjà prédéfinir un chemin spécifique pour pouvoir importer directement dans la scène le bon fichier qui correspond. Alors maintenant, on va apprendre à comment s'en servir et comment tout simplement le remplir. Donc ça, je peux tout supprimer. Chaque condition
on peut les supprimer en appuyant sur le petit bouton ici. Et pour en créer, simplement vous allez en créer ici. Donc là je vais pouvoir choisir quel pattern je veux trouver dans le pass de mon DCC. Par exemple, imaginons qu'on veut faire des scènes pour le modeling. Donc on va chercher, on va taper modeling juste ici, voilà, et on va appuyer sur add. En appuyant sur add, du coup ici nous avons modeling qui est setup, et là ici on va pouvoir mettre tous les différents passes de fichiers BTU directement ici. Donc nous avons deux solutions pour l'ajouter, soit on l'écrit à la main, on le copie-colle, tout ce que vous voulez, donc i2./blablabla.btu, soit on peut directement aller chercher un fichier en cliquant ici. Si je clique ici, je vais pouvoir aller chercher directement le fichier qui me correspond, donc par exemple ici switch test, et ici il est venu mettre mon pass, et si on veut l'ajouter dans cette configuration, on appuie tout simplement sur add. Et grâce à ça, dès qu'il y aura modeling dans le pass de ma scène, que ce soit pour Maya, Houdini, n'importe quel ici, j'aurai la possibilité de pouvoir importer en un clic le fichier .btu. Et ce genre d'éléments, je vais pouvoir en ajouter pour toutes les conditions que j'en ai envie. Par exemple, ici, je vais rajouter une condition pour le lighting. Là, ici, je mets lighting, je clique ici pour rajouter la condition de lighting. Si j'en veux un pour le set dress, j'en mets un pour le set dress. Et bien évidemment, ça peut être aussi un pass entier. Par exemple, ici, nous voulons par exemple un pattern qui correspond à Ultime Test, Lighting, New Test. Et on peut très bien le mettre. Si ici on met Ultime Test, Lighting Test, comme ceci, on peut très bien l'ajouter. Ici, nous avons l'élément, et là, nous pouvons choisir quel fichier nous voulons exporter. Imaginons que nous voulons exporter celui-là, le Ultime Test. Je sélectionne celui-là. Je peux très bien ici faire Save. Ça va sauvegarder tous mes presets. Et si ici, hop, je redécide de réouvrir, je vais tout simplement pouvoir y accéder juste ici, comme ceci. Donc, je peux vraiment décider de cumuler les passes, comme ceci, vraiment de donner un bout de passe très précis, et ça fonctionnera. Donc on peut vraiment aller loin dans le pattern, on peut vraiment focaliser un pattern très précis pour décider de qu'est-ce qu'on exporte, qu'est-ce qu'on importe comme fichier .btu dans vos scènes. Et notamment aussi, ici nous avons un petit élément là qui nous permet simplement de pouvoir tester un peu toutes nos combinaisons. Par exemple, on a besoin de savoir dans quel contexte on pourrait récupérer les deux éléments et voir un peu comment ça pourrait fonctionner. Donc ici tout d'abord on va donner une scène à chacun. Donc là ici on va donner celui-là, et ici on va lui donner par exemple celui-là. Voilà, chaque pattern, chaque condition a au moins un fichier BTU qui pourra utiliser dans les 10 ici. Hop, je vais juste apply. Et là ici, imaginons que nous voulons tester le context file suivant le nom suivant le pass d'une scène qu'on pourrait imaginer. Et bien ici on peut le faire. Imaginons on aurait une scène qui serait dans le DTMP, qui s'appellerait modeling / charactère vélo par exemple, .ma. Et si je pourrais cliquer ici sur ce petit bouton test pass pour savoir quel fichier BTU serait importé depuis le pass de ma scène. Donc on voit que si j'ai une scène qui s'appelle comme ça, j'aurai ce fichier là qui serait disponible dans le DCC au moment d'exporter avec BetterUSD. Et notamment c'est là où on voit que on peut aller loin. Imaginons que là on aurait caractère avec un S et qu'ici on décide d'ajouter caractère. Ici on lui demande d'ajouter un pass très précis à caractère. Par exemple celui-là, on l'ajoute ici. Si on serait dans une scène de character modeling, hop, juste comme ça, qu'on décidait de faire un test, ici, on pourrait se rendre compte que il y aurait deux patterns qui fonctionneraient parce qu'on aurait trouvé modeling et caractère. Et ici, on aurait les deux passes qui seraient juste ici. On verrait que du coup, on aurait la possibilité d'avoir le switch test et en même temps d'avoir ce fichier-là. Donc, l'accumulation de ce pattern-là avec celui-là. Et à l'inverse, si par exemple nous sommes dans une scène qui n'a aucun des patterns, si je fais le test, et bien ici, on ne va pas trouver de pattern, donc aucune des scènes ne sera automatiquement prédéfinie à être exportée. Et ce système-là, il faut vraiment le voir comme un système ultra efficace pour personnaliser les workflows de votre pipe suivant des caractères très précis. Il n'y a pas de système prédéfini dans le sens où si vous êtes dans telle situation, vous allez exporter forcément un fichier comme ça. Non, c'est vraiment à vous où vous allez pouvoir vraiment décider comment vous voulez que BetterUSD réagisse à vos différents fichiers, à vos différents workflows. Le but derrière de ce context file, c'est vraiment à l'utilisateur d'avoir la possibilité de choisir suivant telle situation, suivant telle scène chargée, je peux exporter tel fichier BetterUSD. Et c'est vraiment ça qui est mis en place dans le context file, c'est vraiment avoir un pattern qu'on peut trouver dans le pass du DCC pour permettre à l'utilisateur qui utilise BetterUSD dans Maya, dans Blender, dans Houdini ou autre, d'avoir directement le context file qui vous permet directement de choisir le fichier d'export. Et grâce à ça, vous allez pouvoir concaner techniquement plusieurs workflows avec plusieurs styles d'export, des exports simples, des exports plus complexes, des exports avec des variants sans variants, des systèmes vraiment très alambiqués. Et avec le système de context file, vous allez vraiment juste sélectionner le fichier qui vous intéresse et pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir une seule ligne directrice dans ses exports, dans ses imports. C'est vraiment ça le but de l'outil, c'est de déblayer un peu toutes les différentes possibilités qu'il pourrait y avoir d'import avec tous les fichiers .btu qu'il pourrait avoir à sa disposition. Là, il n'aurait plus cette étape-là de se demander quel fichier je dois choisir. Ce serait BetterUSD qui lui dirait quel fichier il doit choisir. Et c'est ça la puissance de cet outil-là. BetterUSD lui dit quel workflow il doit exécuter.
Et du coup maintenant on peut passer au contexte preset. Le contexte preset, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement une façon de sauvegarder un regroupement de nodes de BetterUSD, de pouvoir conserver les connexions et les paramètres de chaque node et de pouvoir les appeler après plus tard, de vraiment faire un preset de ces différents nodes-là et de s'en servir beaucoup plus tard quand on en aura besoin. Alors avant de rentrer dans les détails de cette interface-là, je vais vous montrer comment pouvoir appeler ces presets dans le viewport de BetterUSD. Alors pour pouvoir les importer, on va pas simplement faire tab comme on a l'habitude de faire pour importer un node, on va faire shift tab. Et grâce à ça, on va pouvoir lister tous les presets et appeler tous les presets de BetterUSD qui sont présents dans notre scène. Donc si par exemple ici je décide de cliquer sur celui-là, ici je vais me retrouver avec un preset de node qui sont déjà pré-setupés, pré-organisés, qui ont déjà des attributs de setup, qui sont déjà connectés, qui sont prêts à l'emploi. Donc là, je vais pouvoir vraiment importer tous les presets que j'ai envie, en faire ce que j'en veux. Et à partir de là, j'ai déjà une V1, une partie de mon arbo qui est faite. Et à partir de là, je peux vraiment commencer à travailler. Et si j'ai beaucoup de choses que je dois dupliquer et recréer continuellement, et j'ai pas besoin de les faire H24, de devoir faire des CTRL-C, CTRL-V. Avec juste Shift Tab, je peux appeler tous mes différents presets que j'ai enregistrés. Et du coup, comment on s'en sert? Comment on utilise cette interface-là et à quoi sert cette interface-là? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, tout ce qui va être listé ici, ce sont des fichiers .blib, qui vont être des librairies de presets, ils vont être des ensembles de presets. Par exemple, ici, si je regarde dans mes fichiers, ici je vais avoir 3 fichiers .blib, et en fait, chaque fichier va avoir dedans un ensemble de presets. Donc ici, on peut voir que dans le fichier autre data, celui-là, autre data, je vais avoir 2 presets à l'intérieur. Ici, dans celui-là, je vais avoir 2 autres presets, et dans ce troisième ici, qui est juste là, le démo add, ici je l'ai pas, mais je vais pouvoir l'ajouter. Si je clique ici dans add preset, add file, pardon, je vais pouvoir ajouter mon .blib en cliquant ici dans ouvrir, et là, hop, je vais avoir accès aux différents presets qui sont présents dans ce fichier blib. Ce qui me permet ici, si je clique tout simplement sur apply et que je rappuie sur shift tab, et là, je vais avoir mon démo add. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur tous les autres petits boutons qui sont rajoutés ici et pouvoir tout simplement rajouter d'autres presets que je n'avais pas avant. Et je vais pouvoir aussi cliquer ici pour les déconnecter. Je ne supprime pas les fichiers, mais je déconnecte les fichiers. Ce qui fait qu'ici, je clique sur apply. Ici, je vais me retrouver qu'avec un seul blib qui aura du coup ses propres presets à l'intérieur, mais mes fichiers ne sont pas supprimés. Ce qui me permet vraiment de choisir quelle librairie je veux importer et de ne pas me retrouver avec beaucoup d'éléments à l'intérieur. Ce qui va vraiment pouvoir me permettre de choisir quelle librairie je veux et de pouvoir aussi faire un truc tout simple, c'est de partager mes librairies. Ça peut être très utile et très pratique, notamment quand on a des choses très intéressantes qu'on veut partager. Et donc ici, on va se retrouver dans chaque fichier une suite de presets. Donc là, on peut voir qu'il y a 2 presets ici. Je vais pouvoir supprimer des presets en cliquant ici. Si je clique ici, je n'aurai plus le preset. Là actuellement, il est toujours disponible car je n'ai pas sauvegardé. Si je save, je n'ai plus le preset. Par contre, si je cancel et que je réouvre la fenêtre, ici, j'ai toujours le preset. Donc, ça nous permet d'éviter de faire des erreurs. De plus, si je double-clique dessus, je vais pouvoir voir une visualisation générale de quoi ressemble mon preset. Donc pour chaque élément, pour chaque preset, je vais pouvoir voir avec un petit diagramme visuel, savoir comment ils sont rangés et comment ils sont placés. Et de plus, dans le deuxième onglet juste ici, je vais pouvoir retrouver le nombre de nodes, le nombre de connexions, le nombre de backdrops qu'il y a à l'intérieur, tous les noms des nodes qu'il y a à l'intérieur, leurs différentes connexions juste ici, et la description du node juste ici, du preset, pardon. Et ici, sa version. Je peux fermer le petit onglet ici, recliquer ici. Si je double-clique sur l'un ou sur l'autre, je vais vraiment pouvoir choisir ce que j'ai envie. Imaginons que ici, je décide de rajouter tous les autres blib. Ici, je vais vraiment pouvoir visualiser, mais vraiment comme j'ai envie, chaque étape, chaque layer, chaque fichier qui m'intéresse dans mon contexte preset. Ce qui me permet vraiment, en quelques coups d'œil, savoir si oui ou non c'est le bon preset que j'ai besoin, la bonne librairie que j'ai besoin. Sachant qu'aussi une petite chose, c'est que chaque librairie aura une description et chaque librairie pourrait être activée ou désactivée, juste ici. Si vous décidez de vous dire, tiens, cette librairie-là que j'ai ajoutée, en fait, je vais la garder quand même présente, mais je ne veux pas l'activer. Je peux décider de la désactiver en cliquant ici. Et si je save, ici, je ne l'aurai pas disponible. Par contre, si je reviens dans le context option, dans le contexte preset, ici, elle sera toujours disponible. Donc, ça revient quasiment à la même chose que de supprimer le fichier ici, de sauvegarder et de comparer. À l'inverse, c'est juste que là, dans notre cas à nous, on a perdu le fichier. Il faudrait juste venir le rechercher, reprendre le bon fichier, hop, ici, et là c'est bon. Donc ça nous permet en un clic de savoir si oui ou non elle nous intéresse ou pas. C'est pratique suivant certaines situations. Mais nous, ce qui est bien beau, c'est que maintenant, on a envie de sauvegarder nos propres presets, on a envie de faire notre propre librairie. Ça va être très rapide. Pour créer votre propre blib, vous avez juste besoin de créer ici, blib. Je choisis là où je veux l'enregistrer. Par exemple, ici, je vais l'enregistrer ici. Je l'appelle Megapack. Hop, ici, je vais juste enlever l'espace, j'enregistre. Et ici, on va avoir une petite fenêtre qui va être tout simplement être la description. Mais sachant que ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être cool d'en avoir une. Donc ici, je peux dire des mots pour la vidéo de présentation BTU. Ici, je vais confirmer. Et là, nous avons notre Megapack avec notre petite description juste ici et le pass de là où il est enregistré, si on veut l'activer ou le désactiver. Et ici, on va pouvoir commencer à save des presets. Donc pouvoir save des presets, ça va vraiment être très simple. C'est
ici, on va lui donner le nice name qu'on a envie. Donc je vais lui créer un nice name qui s'appelait joli name. Dans le nice name, je vais pouvoir lui mettre des majuscules, lui mettre des espaces, lui mettre à peu près tout ce que j'ai envie. Par contre, le long name ici, lui, sera toujours en minuscule et tous les espaces sont convertis en underscore. Pourquoi? Car il faut dissocier un truc, c'est que le nice name et le long name sont deux choses différentes. Le nice name, ça vous permettra juste simplement d'avoir un joli nom, de le trouver facilement, de pouvoir visuellement savoir à quoi correspond ce preset là, mais le long name c'est ce qui va vraiment être enregistré dans les fichiers. Ce qui fait que techniquement vous ne pourrez jamais avoir deux presets qui ont exactement le même long name. Vous pourrez avoir deux presets avec le même nice name, mais qui auront forcément deux long names différents. Une fois qu'on a choisi le nice name ici et le long name, on peut décider de oui ou non l'overrider comme on a envie. Si on a envie vraiment de changer le nom du long name pour lui donner un nom qu'on a envie, on peut le faire. Moi je décide de le laisser tel quel. Et ici, on a la possibilité aussi de rajouter une description au preset. Donc là, des mots, premier preset. Et une fois que j'ai choisi le nice name, le preset, si oui ou non je veux changer le long name, je vais pouvoir aller tout simplement dans ma scène, sélectionner tous les nodes que je veux sauvegarder, avec les connexions bien sûr, et ensuite cliquer ici sur Create Preset. Une fois que j'ai fait ça, ici j'aurai du coup le preset sauvegardé dans BetterUSD et j'aurai juste besoin de faire un petit save ici. Et du coup, une fois sauvegardé, je vais pouvoir faire Shift Tab, aller dans Megapack et cliquer ici sur Joli Name pour importer mon preset. Et là, il sera importé. Et grâce à ça et à ce système de blib, je vais pouvoir en mettre plusieurs dans ce fichier-là et sauvegarder tout type de node. Par exemple, je vais pouvoir créer un layer en lui donnant un pass très précis, un pass magnifique. Je peux juste sauvegarder un seul node, ça marchera aussi. Ici, je décide de mettre one node et je sauvegarde le preset, hop, comme ça. Ici, on voit bien que j'ai un seul node. Dans les détails, c'est pareil, un seul node sans description. Si je décide de vouloir importer ce preset, j'apply d'abord les paramètres bien évidemment. Ici, j'appuie sur Shift Tab. Ici, je vais avoir mon OneNode et en fait, mon OneNode, il sera déjà paramétré. Donc, je peux vraiment créer toute une sorte de preset comme ça avec toute une suite de différents presets à l'intérieur de ma librairie que je peux activer, désactiver, supprimer et bien évidemment aussi partager à n'importe qui. Par exemple, un superviseur ou une personne qualifiée peut créer toute une sorte de preset dans une librairie, envoyer ces librairies-là à l'artiste ou autre pour pouvoir travailler avec. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le context option, tous les paramètres que vous décidez de mettre ici et le context file aussi bien évidemment, donc tout le context option, vous pouvez utiliser une environnement de variable pour choisir la location exacte des fichiers sources. Un ensemble d'utilisateurs peut avoir exactement le même context option sur un serveur, sur un NAS, sur tout ce que vous voulez, pour avoir le même workflow et les mêmes contextes, bien évidemment, grâce à cet environnement de variables-là, qui sont disponibles dans les changelogs de BetterUSD et dans la documentation BetterUSD en général. Vous allez pouvoir choisir de mettre le context option en commun, par exemple. Et notamment, du coup, vous allez pouvoir ici gérer tous vos différents librairies de presets. Sachant qu'une chose, c'est qu'ici, je ne l'ai pas expliqué, mais je vais vous le dire, ça vous permet en fait de choisir un nice name. Car en gros, ici, si je fais Shift Tab, ici en fait on a le nom du fichier, mais c'est pas forcément très joli. Par exemple, nous on aimerait avoir un nice name, un bon et joli nom. Donc ici, je pourrais l'appeler le Megapack, par exemple. Et là, en fait, si je save, j'applique ici les détails et que je fais Shift Tab, ça s'appelle plus megapack.blib, ça s'appelle juste le Megapack. Et je peux du coup ici renommer assez facilement mes différents librairies. Ça ne change rien le nom du fichier, c'est juste uniquement du nice name, ce qui me permet, en faisant Shift Tab, ici, d'avoir de jolis noms tout simplement dans la recherche de mes presets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui explique du coup toutes les nouveautés de BetterUSD sous cette version alpha 0.3.1. À l'avenir, il va y avoir beaucoup de nouveautés, bien évidemment, concernant le color management pour mieux gérer vos couleurs, les color space, tout ça du viewport 3D. Toujours rajouter des features pour simplifier et automatiser des workflows toujours plus gros, toujours plus fast, toujours plus performants. Et n'hésitez pas à regarder les changelogs sur le site internet, disponible dans la description. Et de ne pas hésiter à me poser des questions ou à m'envoyer des reports de bugs si vous en avez besoin, sachant que vous pouvez le faire ici à tout moment en cliquant ici sur Bug Report et vous pouvez reporter des bugs ou tout simplement envoyer vos retours par rapport à BetterUSD pour que je puisse l'améliorer et que ce soit utile pour tout le monde.